Bonjour, chers étudiants de la licence 3, Transport logistique, commerce international et droit des affaires ainsi que fiscalité. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve encore une fois dans cette vidéo pour vous présenter les régimes douaniers dans la partie pratique. Et quand on parle des régimes douaniers dans la partie pratique, c'est comment établir les déclarations et ceci en fonction de ce qu'on appelle le régime douanier sous lequel les produits sont placés à l'importation ou bien à l'exportation. Mais je m'en vais vous rappeler un peu pour chaque régime de façon générale la définition du régime et comment est-ce que ce régime doit être géré à l'entrée, pendant le séjour comme à la sortie. On avait dit que le régime douanier, c'est une situation légale ou bien une situation juridique dans laquelle le service des douanes demandait à ce qu'on place des produits qui sont importés ou bien des produits qu'on compte exporter. Là, c'est de façon générale la destination qu'on compte donner à nos produits qu'on demandera de renseigner. Renseigner sur la destination qu'on compte donner à nos produits. Parce qu'à chaque fois qu'on importe un produit, soit le produit peut être déclaré pour la mise à la consommation, soit le produit peut être déclaré sous le régime de l'entrepôt, entrepôt de stockage, entrepôt industriel, le transit, le code des investissements, les S, etc. etc. Donc, ça, c'est par rapport à la destination que vous comptez donner à vos produits. Mais, je rappelle que le régime douanier, il faut comprendre par régime douanier que c'est une situation légale ou bien une situation juridique qui est prévue par le code des douanes et dans laquelle le service des douanes demande à ce qu'on place des produits qu'on a importés ou bien des produits qu'on compte exporter. Ces régimes, comme j'avais dit, c'est des régimes qui sont très nombreux et très variés. Et par rapport à ces régimes, on peut les classer en 4 catégories. Il y a le modèle C, si on se réfère à ce qu'on appelle le modèle déclaration classique, déclaration manuelle. On avait ce qu'on appelle la déclaration, on avait ce qu'on appelle le régime du modèle S. Il y a le modèle S pour parler des régimes suspensifs, le modèle E pour parler des régimes de l'exportation, le modèle R pour parler des régimes de la réexportation, le modèle C pour parler des régimes de la mise à la consommation. Mais maintenant, si on quitte maintenant cette classification qui est classique pour passer à une classification qui tient compte du domaine dans lequel on pourrait utiliser, domaine d'activité dans lequel on pourrait utiliser le régime. Donc là, cette classification faisait apparaître des régimes qui sont favorables au transport, tels que la consignation, le transbordement, le transit ainsi que le cabotage. Nous avons des régimes qui sont favorables à l'activité industrielle et à la transformation. Là, nous avons l'entrepôt industriel, nous avons l'usine exercée, nous avons le drawback, nous avons la transformation de marchandises destinées à la consommation, nous avons ce qu'on appelle aussi le régime de l'admission temporaire pour le perfectionnement actif ou bien le régime de l'exportation temporaire pour le perfectionnement passif. Donc ça aussi, c'est des régimes qui sont favorables à l'activité transformation ou bien à l'industrie, parce que dans tous ces régimes, il y a lieu de transformer ou bien de compléter la main-d'œuvre. Là aussi, nous avons d'autres régimes qu'on peut classer comme étant, qui peuvent être considérés comme étant des régimes qui sont favorables à l'activité commerce. C'est comme l'entrepôt de stockage, c'est comme le régime de la mise à la consommation, le régime de l'exportation. Nous avons le régime de la réexportation. Voilà, donc tous ces régimes-là, c'est des régimes qui sont favorables à l'activité commerce et contribuent au développement du commerce. Là aussi, nous avons des régimes qui sont favorables à l'investissement. Quand vous êtes un investisseur, vous cherchez à réduire les coûts d'investissement. Donc, ces régimes peuvent vous profiter. Pourquoi? Parce que ça pourrait vous permettre de faire séjourner sur le territoire sénégalais du matériel en suspension du paiement des droits et taxes. C'est comme le régime de l'ATS, admission temporaire spéciale. C'est le régime de l'ATE, admission temporaire exceptionnelle. Le régime de l'IT, importation temporaire. Le régime de ce qu'on appelle le code des investissements, le régime des S, zone économie spécialisée, le régime des zones franches, de la zone franche, des points francs, le régime de l'entreprise franche d'exportation. Donc tous ces régimes-là, c'est des régimes qui sont favorables à ce qu'on appelle l'activité investissement. Maintenant, nous allons essayer de revenir un peu sur les cas pratiques portant sur comment établir les déclarations. Commençons d'abord par le régime de l'entrepôt de stockage. Là, si on se réfère en fait au régime de l'entrepôt de stockage, là, vous verrez que à travers l'entrepôt de stockage, il y a les produits qui peuvent être placés. Donc, il y a l'entrée, il y a le séjour, il y a aussi la sortie. Donc, à l'entrée d'un produit en entrepôt de stockage, obligatoirement, il faut lever une déclaration. La déclaration qu'on va lever, c'est une déclaration de mise à la consommation, de mise en entrepôt, suite importation directe.
Parce que là, on peut lever une déclaration de mise en entrepôt suite importation directe. On peut lever une mise à la consommation, une mise en entrepôt suite ATPA ou bien suite entrepôt industriel. Parce que là, on peut transformer après placer en entrepôt. La transformation, ça peut se faire à travers le régime de l'entrepôt industriel comme le régime de l'ATPA, admission temporaire pour le perfectionnement actif. Mais ici, on parle de la mise de l'entrée en entrepôt suite importation directe. C'est-à-dire que immédiatement après importation, on a déclaré le produit sous le régime de l'entrepôt. Donc là, il faut lever une déclaration de mise en entrepôt ou bien d'entrée en entrepôt suite importation directe, C300, non, S300 ou bien S301. Maintenant, quand les produits entrent, cette déclaration, il faut fournir toutes les informations nécessaires par rapport à la nature du produit, par rapport à son poids, par rapport à la valeur en douane, par rapport à la liquidation des droits et taxes, par rapport à l'origine, par rapport à la destination, par rapport encore les poids bruts, les poids nets, le livret du produit. Donc là, il faut renseigner sur le produit, dans la déclaration. Maintenant, quand vous liquidez les droits et taxes, vous devez liquider les droits de taxes sur la base de quoi? Sur la base d'une valeur qu'on appelle la valeur en douane. La valeur en douane ici à retenir, c'est quoi? C'est la valeur en douane à l'entrée. C'est la valeur en douane à l'entrée en entrepôt de stockage qu'on va devoir retenir. Et ça porte uniquement sur les quantités qui entrent en entrepôt industriel, en entrepôt de stockage. Maintenant, quand le produit entre en entrepôt de stockage, ici, il y a une seule taxe qu'on doit payer, c'est le COSEC. C'est quand le produit est importé par la voie maritime qu'à l'entrée on paie le COSEC. Mais si le produit n'est pas transporté par la voie maritime, donc ici à l'entrée on ne paye pas de taxe. Donc la seule taxe qu'on doit payer alors que le produit entre en entrepôt de stockage, c'est le COSEC. Maintenant, quand le produit séjourne, là on donne la possibilité d'intervenir pour faire certaines manipulations comme le triage, comme le vannage, vanner, comme le changement d'étiquette, comme le dépoussiérage. Donc tout ça, c'est des activités qui sont autorisées. Mais vous avez la possibilité de vous conformer au texte qui régisse le fonctionnement de l'entrepôt de stockage. Maintenant, après, la durée de séjour des produits en entrepôt de stockage est fixée à 1 an. La durée légale est de 1 an. Mais il y a que le produit peut bénéficier d'une prorogation qui ne peut pas dépasser la moitié de la durée légale de séjour, c'est-à-dire 6 mois. Donc, au total, le produit peut séjourner jusqu'à 18 mois en entrepôt de stockage. Maintenant, avant les 18 mois, ou bien après, au bout des 18 mois, là, il faut apurer le produit. Apurement, c'est par rapport à une destination que vous devez donner au produit suite à entrepôt de stockage. Soit, il y a possibilité de muter, c'est-à-dire de changer d'entrepôt, c'est-à-dire que le fait de transférer les produits d'un premier entrepôt à un deuxième entrepôt de même nature, là, c'est une mutation. Il y a possibilité de réexporter le produit, c'est-à-dire que de vendre le produit à l'étranger. Pourquoi on parle de réexportation? Parce que les produits, depuis le séjour au Sénégal, n'avaient pas encore acquitté le montant des droits de taxes. Les produits n'étaient pas encore nationalisés. Donc, dans ce cas-là, on parle de réexportation. Mais sinon, on allait parler d'exportation. Si c'était des produits locaux, des produits qu'on a obtenus localement, ou bien si c'était des produits qui avaient acquitté le montant des droits de taxes et qui vont bénéficier d'une nationalisation. Donc là, le produit serait nationalisé par le paiement des droits de taxes et là, on parle d'exportation. Mais maintenant, pourquoi on parle de réexportation, je rappelle, c'est parce que le produit n'a pas encore acquitté le montant des droits de taxes alors qu'il s'agit toujours d'un produit étranger. Là, on dit que par rapport en fait à ces destinations, pour réexporter, on peut même déclarer le produit pour la mise à la consommation. Donc, essayer d'utiliser le produit sur le territoire sénégalais en mise en libre pratique sur le marché intérieur. Maintenant, si le produit, dans tous les cas, mutation d'entrepôt, réexportation ou bien mise à la consommation suite entrepôt, vous avez l'obligation de lever une déclaration en détail. S'il s'agit d'une mutation d'entrepôt, il faut déclarer. S'il s'agit d'une réexportation, il faut déclarer. S'il s'agit d'une mise à la consommation aussi, il faut déclarer. Et dans tous les cas, dans la déclaration, il faut fournir des informations. Et par rapport à ces informations que vous allez devoir fournir dans ce cas-là, c'est quoi? C'est des informations toujours portant sur les poids, portant sur les quantités, portant sur les valeurs, FAB, assurance, le fret, la valeur en douane, les droits et taxes. Maintenant, quand il s'agit d'une mutation d'entrepôt, là, vous ne liquidez pas de droits et taxes. Il n'y a pas de droits et taxes à payer. Pourquoi? Parce qu'il y a le produit qui va bénéficier d'une prorogation sur le paiement des droits et taxes. Maintenant, quand il s'agit
d'une réexportation, là, normalement, vous devriez payer, mais vous ne payez pas. Pourquoi? Parce que les droits de taxe à l'exportation sont suspendus. Quand il s'agit maintenant de la mise à la consommation, c'est dans ces conditions qu'il faudra payer les droits de taxe. Maintenant, pour payer les droits de taxe, il faut beaucoup faire attention. Pourquoi? Parce que l'on sait qu'on peut avoir un produit qui a été importé et pendant l'importation, il y a un droit de douane qui s'appliquait. Ensuite, le produit a été stocké pendant une période bien déterminée. Et au moment où on déclare pour la mise à la consommation, il y a un autre délai qui s'applique. Donc, un délai qui est différent du premier délai qui s'applique à l'entrée. Ici, on dit que quand vous payez les droits de taxe pour une mise à la consommation suite entrepôt de stockage, là, il faut toujours prendre les droits et taxes qui sont en vigueur au moment de la mise à la consommation. On n'a pas dit au moment de l'entrée en entrepôt de stockage. Non, il faut prendre les droits de taxes qui sont en vigueur au moment de la mise à la consommation. Voilà, donc c'est les taxes qui sont en vigueur. Mais les valeurs aussi doivent être réactualisées. Parce que là, s'il y avait en fait un cours qui était en vigueur à l'entrée, il ne faut pas prendre en compte le cours qui était en vigueur à l'entrée, mais il faut prendre en compte le cours qui est en vigueur à la sortie. Je donne un exemple. Si à l'entrée, on avait un USD est égal à 825 francs, et que pendant la mise à la consommation, pendant tout ce temps que les produits ont séjourné en entrepôt, lorsqu'on déclare pour la mise à la consommation, le prix de l'USD qui était de 1 USD égal à 825 francs est passé de 825 à 850 francs. Donc là, il faut prendre les 850. Donc là, il faut toujours déterminer la valeur en douane avec la valeur actuelle. Voilà, donc c'est ce qu'il y avait de dire par rapport au régime, par rapport en fait à ce qu'on appelle le régime de l'entrepôt. Et là, c'est un cas pratique qui s'applique en fait à l'entrepôt de stockage, à l'entrepôt de stockage. Et là aussi, vous avez vu, c'est un cas. Et là, on vous demande d'établir la déclaration d'entrée en entrepôt, établir aussi le tableau de la déclaration de mise à la consommation suite entrepôt. Pourquoi? Parce qu'après, il y a une partie du produit qui a été réexporté, etc. Voilà, donc maintenant, nous, on va passer à un autre cas pratique pour expliquer un peu ce qu'est le régime de l'entrepôt industriel. Voilà, donc pour voir ce que cela va donner. Ok. Voilà, donc ici, c'est un cas. Maintenant, quand on parle de l'entrepôt industriel, à partir du moment où les produits séjournent en entrepôt industriel, donc quand vous voulez placer vos produits en entrepôt industriel, il faut obligatoirement que les produits puissent subir une transformation ou bien un complément de main-d'œuvre. Parce que dans l'entrepôt industriel, c'est la transformation ou bien le complément de main-d'œuvre. Il y a une catégorie de personnes qui peuvent en bénéficier. Il faut adresser une demande au directeur général des douanes. Il y a des textes auxquels il faut se conformer pour pouvoir disposer d'une autorisation de placer vos marchandises dans un entrepôt industriel. Maintenant, à l'entrée en entrepôt industriel, il faut déclarer les produits. Pendant que les produits séjournent en entrepôt industriel, il faut faire les activités envisagées, c'est-à-dire faire la transformation et autres là qui sont envisagées. Ensuite, à la sortie, il y a plusieurs destinations qu'on pourrait donner aussi à la marchandise. Le produit compensateur ou bien le produit fini obtenu, donc peut faire l'objet d'une mise à la consommation, peut faire l'objet d'une réexportation ou bien peut être placé en entrepôt de stockage. Maintenant, quand vous comptez maintenant, vous avez importé un produit, que le produit doit être déclaré en entrepôt industriel. Donc, il faut lever une déclaration d'entrée en entrepôt industriel. Déclaration d'entrée en entrepôt industriel, bien de mise en entrepôt industriel. Lever une déclaration, fournir toutes les informations. Informations concernant le poids, informations concernant la valeur, concernant valeur FAB, valeur assurance, concernant la nature de la marchandise, concernant la destination, la provenance, le mode de transport, le document de transport. Donc, toutes ces informations, il faut les fournir dans la déclaration. Et maintenant, à l'entrée en entrepôt industriel, certainement, c'est de la matière première qui était entrée, ou bien c'est des produits semi-finis qui sont entrés. Donc là, il faut déterminer la valeur en douane sur la base de la matière première. Il faut déterminer la valeur en douane sur la base de la matière première qui est entrée en entrepôt industriel. Et là, par rapport au paiement des droits de taxes, il y a une seule taxe qu'on doit payer, c'est le COSEC. Et le COSEC ne se paye qu'à partir du moment où on a déclaré le produit sous le régime au moment où le produit a été importé par la voie maritime. Donc, je rappelle, la seule taxe à payer alors que les produits sont placés en entrepôt industriel à l'entrée, donc c'est bien le COSEC si vous avez importé par voie maritime. Mais si c'est les autres modes, il n'y a pas de paiement de taxe. Ces jours, vous faites la transformation nécessaire. Après, vous obtiendrez un produit compensateur ou bien un produit fini. Maintenant, quand vous obtiendrez un produit fini, il y a des textes qui sont très clairs. Vous comptez
placer en entrepôt, vous avez la possibilité de placer tout le produit fini obtenu en entrepôt de stockage. Et là, il faut lever une déclaration. Déclaration d'entrée en entrepôt de stockage, suite entrepôt industriel. Et là, vous allez faire une déclaration, certes, mais vous ne payerez pas de droits de taxes. Pourquoi? Parce que l'entrepôt de stockage, à l'instar de l'entrepôt industriel, fait partie des régimes suspensifs. Parce que le produit entre en entrepôt de stockage. Donc là, vous allez bénéficier d'une suspension sur le paiement des droits de taxes. Maintenant, quand vous réexportez après entrepôt industriel, dans ce cas-là aussi, vous ne payerez pas les droits de taxes, mais vous avez l'obligation de déterminer ce qu'on appelle la valeur en douane. Et la valeur en douane ici, c'est quoi? C'est la valeur point de sortie qu'il faudra prendre. C'est la valeur point de sortie qu'il faudra prendre, qui est constituée de quoi? Il faudra calculer ce qu'on appelle la valeur des produits incorporés, des produits locaux incorporés. Vous appliquez le pourcentage ou bien la quantité de produits finis déclarés pour la réexportation. C'est ça qui donne ce qu'on appelle la valeur FOB. Et à cette valeur, maintenant, il faut ajouter l'ensemble des frais que vous avez supportés jusqu'à ce que le produit soit à la frontière, donc à la frontière du pays exportateur. Je rappelle, si c'est la réexportation, vous ne payez pas de droits de taxes, mais néanmoins, il faut déterminer la valeur en douane. Et cette valeur en douane s'appelle la valeur point de sortie. Maintenant, la valeur point de sortie, là, il faudra calculer le prix usine. Et pour calculer le prix usine, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, pour calculer le prix usine, donc là, il faudra calculer la valeur des produits locaux incorporés. Vous prenez par la suite le résultat obtenu, vous multipliez par le pourcentage déclaré pour la réexportation ou bien la quantité de produits déclarés pour la réexportation. Donc, c'est ça qui donne ce qu'on appelle, ce qu'on appelle la valeur en douane, en fait la valeur usine. Usine. Maintenant, à cette valeur usine, il faut ajouter tous les frais que vous avez supportés depuis l'usine jusqu'à ce que le produit soit à la frontière. Et dans ce cas-là, on va se retrouver avec ce qu'on appelle la valeur point de sortie. Parce que retenez bien, à l'exportation, on ne parle pas de la valeur FOB. À l'exportation, la valeur frontière et la valeur point de sortie. C'est ça qu'on doit déterminer. Ce n'est pas la valeur CAF. C'est à l'importation que la valeur frontière et la valeur CAF. Mais à l'exportation, la valeur frontière et la valeur point de sortie. Voilà. Et la valeur point de sortie, ça renvoie à l'incoterme FAS, Free Alongside Ship, auquel on va devoir défalquer les frais de dédouanement à l'exportation et les frais de dédouanement à l'exportation et les frais de commission ou bien HAD transit export. Ces frais-là, il faut les défalquer de FAS. Pourquoi? Parce que ça ne feront pas partie, ces frais-là ne feront pas partie en fait de ce qu'on appelle la valeur point de sortie. Voilà, maintenant, si le produit doit être déclaré pour la mise à la consommation après entrepôt industriel, là, il faut lever une déclaration de mise à la consommation de produits finis, en fait, de produits pétroliers ou de produits non pétroliers suite entrepôt industriel. Et quand vous faites la déclaration, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous devez faire la déclaration, donc là, il faudra fournir les informations, comme d'hab, toutes les informations relatives aux produits finis que vous avez obtenus. Mais quand vous faites la liquidation, vous ne devez pas liquider sur la base du produit fini, mais on doit liquider sur la base de la matière première qui était entrée. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle là, il faut calculer la valeur en douane. Pour calculer la valeur en douane, on a besoin de connaître la valeur en douane de la matière première qui est entrée. À cette valeur en douane, il faut calculer ce qu'on appelle le taux de rendement, il faut calculer ce qu'on appelle le taux de dépassement de déchets s'il y a lieu. Et quand vous calculez tout ceci, après maintenant, il faudra appliquer le pourcentage déclaré pour la mise à la consommation sur la valeur de rendement. Et là, vous avez ce qu'on appelle la valeur CAF. Vous avez ce qu'on appelle la valeur CAF, la valeur. Maintenant, à cette valeur, quand vous comptez liquider les droits de taxes, là, on dit qu'il ne faut pas prendre les taxes qui sont en vigueur au moment de la mise à la consommation. Non, on prend les droits et taxes portant sur la matière première et qui étaient en vigueur à l'entrée. Parce que c'est vrai que c'est un produit fini qu'on va déclarer, mais on va taxer le produit fini sur la base des taux appliqués à la matière première à l'entrée. Voilà. Et là aussi, retenez bien, à chaque fois que vous avez l'entrepôt industriel, le pourcentage qui est autorisé pour la mise à la consommation suite entrepôt industriel, c'est 60% ou moins de 60%. Et le pourcentage qui est autorisé à être déclaré pour la réexportation, c'est 40% ou bien plus de 40%. Je rappelle, pour la mise à la consommation suite entrepôt industriel, le pourcentage autorisé, c'est 60 ou moins de 60. Là, pour la réexportation suite entrepôt industriel, le pourcentage autorisé, c'est 40% ou plus de 40%.
Maintenant, qui parle de transformation, qui parle d'entrepôt industriel parlera certainement de transformation. Et qui parle de transformation parlera certainement de déchets qu'on va connaître pendant la transformation. Maintenant, à partir du moment où vous avez en fait des déchets, là, il faut essayer de voir est-ce que vous avez atteint le taux de dépassement. Parce que le taux de déchets alloués est de 10%. 10% taux de déchets alloués. Donc, jusqu'à 10%, vous ne payez pas de taxe. Mais si vous avez dépassé les 10% qui sont alloués, là, il faut calculer ce qu'on appelle le taux de dépassement. Taux de dépassement qui est égal à quoi? On prend toujours 100% moins le taux de déchets. Non, en fait, là, taux de dépassement, on prend quoi? On prend le taux de déchets réel moins le taux alloué, qui est égal à, bon, si vous avez réalisé un taux de déchets réel de 15%, alors que le taux alloué c'est 10%, prenez 15 moins 10, ça donne 5%. Maintenant, il faudra payer les droits et taxes sur la base des 5% de dépassement. 5% de dépassement, à condition que les déchets que vous avez obtenus soient vendus sur le marché local. Parce que si les déchets sont réexportés, là, on ne paye pas. Si les déchets sont réexportés, là, on ne paye pas. Mais si les déchets sont vendus sur le marché local, donc dans ce cas-là, il faut penser à payer les droits et taxes sur les 5% de dépassement. Maintenant, au cas où il s'agit en fait de déchets, parce que là, on peut avoir deux types de déchets. Il y a ce qu'on appelle les déchets utiles, il y a ce qu'on appelle les déchets inutiles. Les déchets utiles, c'est les déchets qu'on pourrait utiliser. C'est comme présentement quand on prend le bois, qu'on veut transformer en fait en comment encore, en armoire ou bien en table-banc et autres. Là, il y aura des débris de bois qu'on appelle le coupe. Maintenant, cette matière, avant, qu'est-ce qu'on faisait? C'est une matière qui était jetée. Mais présentement, cette matière peut être revendue à qui? Aux fermiers qui vont l'utiliser pour les besoins de leur ferme ou bien de leur poulailler. Ça, c'est les déchets donc vendus. C'est les déchets qui sont utiles. Mais ce n'est pas la même chose que quand on prenait des déchets qui, après, on n'aura pas la possibilité de les vendre sur le marché intérieur, mais c'est des déchets qui seront évacués. Dans ce cas-là, sur ces déchets-là, on ne paye pas de droits de taxes. Donc, on paye sur les droits de taxes sur les déchets qu'à partir du moment où les déchets sont vendus sur le marché intérieur. Voilà, donc c'est ce qu'il y avait à dire par rapport à ce qu'on appelle le régime de l'entrepôt industriel. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le régime de l'ATPA, admission temporaire pour le perfectionnement actif. Voilà, parce que si vous vous rappelez bien, admission temporaire pour le perfectionnement actif, ça fait partie aussi des régimes qui sont favorables à ce qu'on appelle la transformation. Ce régime-là, avant, c'est ce régime-là qu'on appelle le régime de l'admission temporaire normale, mais on n'en parle plus. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est un régime qui donne droit à une transformation en suspension du paiement des droits et taxes. C'est la matière première qui va entrer ou bien un produit semi-fini qui va entrer, qui va connaître certes une transformation ou bien un complément de main-d'œuvre. Maintenant, à l'entrée, il faut établir une déclaration d'entrée en ATPA, suite importation directe. On peut établir aussi une déclaration d'entrée en ATPA, suite entrepôt de stockage, parce que là, on peut importer, placer en entrepôt de stockage, ensuite déclarer en ATPA. Soit on peut importer et déclarer directement en ATPA. Mais retenez que à chaque fois que le produit est placé en ATPA, alors que le produit n'avait pas encore liquidé le COSEC, là il faudra liquider obligatoirement le COSEC à l'entrée en ATPA. Si c'est une mise en ATPA ou bien entrée en ATPA suite importation directe, là il faut payer le COSEC si vous avez importé par voie maritime. Si les autres modes de transport, ne payez pas le COSEC. Mais si vous avez déclaré si vous avez levé une déclaration d'entrée en ATPA suite entrepôt de stockage, là on ne paye pas le COSEC. Pourquoi? Parce que le COSEC est déjà payé au moment où le produit entre en entrepôt de stockage. Voilà. Ensuite, maintenant, la valeur en douane portera sur la valeur en douane de la matière première. Là aussi, même principe. Pendant le séjour, il faut faire la transformation. Il faut vous conformer aux textes qui sont là et qui risquent d'activité ATPA, le régime d'ATPA. Maintenant, à la sortie, le produit peut être déclaré pour la réexportation, le produit peut être déclaré en entrepôt de stockage, le produit peut être déclaré pour la mise à la consommation. Si c'est un entrepôt de stockage, il faut déterminer la valeur en douane. Mais néanmoins, là, vous n'aurez pas en fait à payer des droits de taxes. Pourquoi? Parce que vous bénéficiez d'une suspension sur le paiement des droits de taxes parce que l'ATPA, à l'instar de l'entrepôt de stockage, sont tous des régimes suspensifs. Maintenant, là, à partir du moment où le produit entre en ATPA, donc là, comme je l'ai dit, le COSEC doit être payé, on doit déclarer la marchandise. Maintenant, à la sortie, entrepôt de stockage, là, on ne paye pas la taxe. Mais néanmoins, on détermine la valeur en douane. Et comment déterminer la valeur en douane? Là, il faut toujours prendre en considération la quantité qui est déclarée pour l'entrepôt de stockage après ATPA.
Et cette quantité, comment est-ce qu'on pourrait connaître en fait la quantité? Là, il faut déterminer ce qu'on appelle la valeur en douane à l'entrée en ATPA. Ensuite, vous calculez ce qu'on appelle le taux de rendement. Taux de rendement qui est égal à 100% moins le taux de déchet réel. Moins le taux de déchet réel. Et ensuite, quand vous obtiendrez le taux de rendement, parce que là, si supposons que la matière première qui a été importée représente toujours 100%, mais sur les 100%, on n'a pas utilisé les 100% de matière première parce qu'il y a un taux de déchet qui est réalisé. Donc, ça peut être 10%, ça peut être 15%, ça peut être moins même de 10%. Vous prenez 100% moins le taux de déchet réel. Donc, ça donne le taux de rendement. Maintenant, à partir du moment où vous avez le taux de rendement, vous allez prendre la quantité ou bien le nombre d'unités déclarées pour l'entrepôt de stockage, vous multipliez par le taux de rendement et là, en fait, la valeur de rendement, et là, vous avez le montant. Parce qu'après le taux de rendement, il faut déterminer ce qu'on appelle la valeur de rendement. À quoi est égale la valeur de rendement? La valeur de rendement est égale à la valeur CAF à l'entrée multipliée par le taux de rendement. Ensuite, maintenant, vous calculez la valeur usine qui est égale à, vous calculez en fait ce qu'on appelle la valeur usine qui est égale à la quantité déclarée pour l'entrepôt de stockage ou bien le pourcentage déclaré pour l'entrepôt de stockage multiplié par la valeur de rendement. Voilà, c'est ça qui donne la valeur. Ensuite, à cette valeur, puisqu'il y a les produits ne sont pas prêts à être exportés là, on prend ces produits-là, c'est ça qui va constituer la valeur en douane. Maintenant, quand il s'agit de réexportation, il faut lever une déclaration de réexportation suite à TPA. Et pendant la réexportation, on dit que vous pouvez réexporter jusqu'à 90%, ou bien plus de 90%, mais pas de moins de 90%. Plus de 90%, 90% ou bien plus de 90%, mais pas moins de 90%. Parce que seulement, il y a 10% qui sont autorisés pour la mise à la consommation. 10% ou bien moins de 10%, mais pas plus de 10%. Voilà. Maintenant, en cas de réexportation, il faut déterminer la valeur en douane, calculer la valeur des produits locaux incorporés, appliquer le pourcentage ou bien la quantité déclarée pour la réexportation. C'est ça que vous aurez comme valeur prix usine. Avec ce prix usine maintenant, puisque vous réexportez, il faut ajouter tous les frais que vous avez supportés depuis l'usine jusqu'à ce que le produit soit à la frontière, valeur FAS. Et donc, valeur FAS à laquelle on va exclure le déroulement à l'exportation, les HAD ou bien commission transit à l'export. Voilà. Ensuite, maintenant, si c'est la mise à la consommation sur ATPA, là, même principe, c'est vrai que c'est un produit fini qu'on va déclarer, mais le produit fini sera taxé sur la base de la matière première à l'entrée. Donc là, on prend les droits de taxes qui étaient applicables à la matière première à l'entrée. C'est ça qui va nous servir. On ne prendra pas les droits de taxes applicables au produit fini à la sortie, ni à l'entrée, mais on prend les droits de taxes applicables à la matière première à l'entrée. Mais néanmoins, il faut déterminer ce qu'on appelle la valeur en douane. La valeur en douane, c'est quoi? Donc là, vous partez de ce qu'on appelle le taux de rendement, 100% moins le taux de déchet réel. Ensuite, valeur de rendement, vous prenez la valeur CAF à l'entrée multipliée par le taux de rendement, ça donne la valeur de rendement. Ensuite, le pourcentage déclaré pour la mise à la consommation ou bien la quantité déclarée pour la mise à la consommation multipliée par la valeur de rendement, là, ça donne ce qu'on appelle la valeur, ça donne ce qu'on appelle la valeur en douane. Et maintenant, quand vous liquidez, là, il faut liquider, payer les droits de taxes suivant, en appliquant les droits de taxes qui étaient en vigueur et qui s'appliquaient sur la matière première à l'entrée en ATPA. Voilà, donc là, pour ne pas être trop long, pour la séance d'aujourd'hui, on va s'arrêter à ces trois cas pratiques-là, à ces trois déclarations. Déclaration d'entrepôt de stockage, par déclaration liée à l'entrepôt de stockage, déclaration liée à l'entrepôt industriel, déclaration aussi liée à l'ATPA. Et quand je parle de déclaration, c'est déclaration avec S. Parce que quand on prend le cas de l'entrepôt de stockage, déclaration d'entrée, on a la déclaration d'entrée. Maintenant, à la sortie, on peut avoir déclaration de mise à la consommation suite entrepôt de stockage. On peut avoir déclaration de réexportation suite entrepôt de stockage. On peut avoir déclaration de mutation d'entrepôt. Donc, on peut avoir dans tous les cas, on peut avoir 4 déclarations. Si c'est l'entrepôt industriel, on peut avoir déclaration d'entrée en entrepôt industriel, déclaration de mise à la consommation suite entrepôt industriel, déclaration de réexportation suite entrepôt industriel, déclaration de mise en entrepôt de stockage après entrepôt industriel. Après même entrepôt industriel, on pourrait avoir déclaration de mise à la consommation après entrepôt industriel suite entrepôt de stockage. Suite
Donc, après entrepôt de stockage, suite entrepôt industriel. Pour la TPA aussi, c'est pareil. Voilà, donc, je vous remercie votre attention et vous donne rendez-vous en fait dans d'autres vidéos portant sur les autres régimes douaniers. Voilà, pour ne pas être trop long avec vous. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de la patience.